Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Près de 12 millions de Français se trouvent en chômage partiel. Sur France 2, jeudi soir dernier, Bruno Le Maire jugeait qu'une relocalisation industrielle était nécessaire pour l'avenir de notre pays. Et pourtant, dans ma commune d'Alfortville, dont je suis le nouveau maire, le groupe Sanofi ferme son centre de recherche et de développement. Cela va entraîner la suppression sèche de 124 emplois. Dans mon département du Val-de-Marne, le groupe Renault, qui a reçu un prêt de 5 milliards d'euros par l'État, fermera d'ici 2022 son usine de Choisy-le-Roi. Cela fera disparaître près de 400 emplois. Nous étions d'ailleurs tous les élus locaux mobilisés samedi auprès des salariés. Au gouvernement, je dis que nous sommes tous pour une souveraineté sanitaire, que nous voulons tous une transition écologique industrielle. Malheureusement, entre les discours et la réalité des faits, c'est le Grand Canyon. Ma question est la suivante. Pouvez-vous nous préciser les détails de vos intentions quant à la relocalisation et à la transition industrielle de notre pays? Merci, Monsieur le Président. J'associe ma collègue Michèle Victory-Empêché à cette question. Alors, Monsieur le Ministre, 15 millions de bénévoles, 1 500 000 associations constituent une exception sociale, culturelle, française, extrêmement importante, un patrimoine économique aussi, et un bien commun. Alors qu'elles soient associations employeuses, investies d'une mission de service public ou associations composées uniquement de bénévoles, leur travail est considérable. Pendant le confinement, elles se sont organisées pour continuer à servir l'intérêt général. Je pense à l'aide alimentaire en particulier, au soutien aux personnes isolées, jusqu'à la fabrication de masques et de visières. Elles portent la solidarité, la culture et l'innovation, et nous leur disons ici notre reconnaissance. Vous avez supprimé la réserve parlementaire au motif avancé d'une opacité et sans doute parce que nous n'avions pas été assez nombreux à ancrer dans le territoire un dispositif collégial participatif donnant la parole aux bénévoles de ces associations. C'est un potentiel de 700 millions d'euros sur 5 ans qui s'est ainsi évanoui, compensé certes, je vous l'accorde, mais en partie seulement par le FDVA. Nous avons perdu sur toutes les lignes. En transparence, nous ignorons jusqu'à la date de la réunion des commissions et les associations aussi souvent, hélas. En souplesse, avec des critères qui n'émanent plus du terrain et en puissance d'intervention puisque les crédits ont été réduits. Allons-nous, Monsieur le Ministre, revoir ce dispositif, c'est-à-dire majorer la dotation? Certaines associations sont au bord du gouffre, mais aussi mettre en place un mécanisme innovant d'attribution des subventions, laissant sa place aux citoyens, aux parlementaires souhaitant s'investir dans ce domaine et permettant aussi aux associations de venir défendre leurs dossiers. L'exigence de transparence et la reconnaissance que nous leur devons, comme notre souci de travailler autrement dans un domaine qui s'y prête bien, nous y invitent fortement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le malaise est profond. Il y a 5 ans, le chanteur Renaud embrassait un flic. Comment, depuis, en sommes-nous arrivés à cette rupture de confiance entre nos concitoyens et ceux qui les protègent, parfois même au péril de leur vie? En janvier déjà, après le décès de Cédric Chouviat, votre gouvernement avait assuré revenir sur les modalités de contrôle. Puis, rien. Après être resté sourd à toutes nos alertes pendant 2 ans, votre ministre de l'Intérieur a enfin fait un pas de côté hier. Insuffisant. Les clés d'étranglement ne seront plus enseignées, mais seront-elles interdites? Notre pays s'honorerait par ailleurs, après tant d'autres en Europe, à proscrire les LBD, les grenades mutilantes et le plaquage ventral à l'origine de trop nombreuses blessures irréversibles. La police n'est hélas pas épargnée par le poison du racisme. Lorsque les faits sont constatés, ils doivent être immédiatement et durement sanctionnés. Les contrôles d'identité permanents, conséquence absurde d'une politique du chiffre, ne peuvent plus être discriminatoires. La police républicaine doit être exemplaire. La transparence, enfin, doit être totale. L'IGPN et l'IGGN ne trouveront leur pleine crédibilité qu'en s'affranchissant de la tutelle du ministre de l'Intérieur. La légitimité de toute institution se fonde sur l'accord entre les valeurs, les buts et les comportements. C'est pourquoi je vous annonce que le groupe socialiste demandera une commission d'enquête parlementaire sur les violences policières. Elle devra prendre la dimension réelle du sujet
et déboucher sur les mesures de nature à réconcilier les Français avec leur police. Les policiers et les gendarmes méritent notre respect, mais il n'y a pas d'ordre sans justice. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, notre police et notre gendarmerie républicaine doivent garantir la paix civile et protéger nos libertés, notre égalité et notre fraternité. C'est une immense et noble tâche, accomplie dans des conditions de travail inacceptables et qui comportent des risques. Nous leur avons unanimement rendu hommage et on pense encore à Ahmed Merabé et à Arnaud Beltrame, à ces héros. Et c'est pour cela que c'est particulièrement insupportable quand en leur sein, certains, souvent protégés par le silence, véhiculent le poison du racisme. Le reconnaître sans le minimiser, ne jamais couvrir de tels propos ou actes, les punir promptement, sont une condition de la confiance à retrouver avec une grande partie de la jeunesse. C'est un impératif pour la dignité de la police elle-même et pour notre République. Tout commence, Monsieur le Premier ministre, par arrêter avec le déni. Et un pas dans ce sens a été fait par le ministre de l'Intérieur et par vous-même encore tout à l'heure. Et nous nous en félicitons. Mais l'ambiguïté subsiste quand on entend encore M. Nunez parler à nouveau de quelques cas isolés. Nous craignons qu'une fois l'émotion passée, on en revienne à l'avant, comme souvent dans le passé. Bien entendu, je le répète, pas de faux débat. En France, la police comme institution n'est pas raciste. Mais le racisme et les discriminations n'y sont pas marginales et les victimes ne sont pas des exceptions, comme par exemple le quotidien du contrôle aux faciès. Que comptez-vous faire pour encourager la remontée de tous les faits répréhensibles, pour contrecarrer la loi du silence et faire passer la loi de la République, toujours, pour valoriser dans les formations et dans les carrières celles et ceux qui brillent par le respect des valeurs républicaines et de la dignité humaine, et au contraire que soient mis au banc ceux qui font l'apologie de la violence ou la pratiquent abusivement et qui font l'éloge de la haine raciste, antisémite et homophobe. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministère de l'Économie et des Finances, au ministre, pour dire que l'industrie française est en grave difficulté. L'entreprise Luxfer produisait des bouteilles d'oxygène. L'entreprise Famar, de la chloroquine. Péter Surgical, des sondes Montin pour les intubations. La sucrerie de Toury, en Eure-et-Loire, du sucre et de l'alcool nécessaires au gel hydroalcoolique. Mais il y a aussi l'entreprise Peugeot-Japy, à Valentinier, qui a été brutalement fermée hier. Il y a aussi General Electric qui vient de connaître 40 000 heures de travail délocalisées en Chine. Il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises qui sont au bord du dépôt de bilan. Pas seulement pour cause de Covid, pas seulement, mais parfois ça peut même être un prétexte. Alors aujourd'hui, ces entreprises sont fermées, menacées de fermeture. Et vous semblez, Monsieur le ministre, avoir peur de la seule solution parfois, la prise de participation de l'État, voire même la nationalisation. Monsieur le ministre, au début de la crise sanitaire, nous avons découvert que la France, 6e puissance économique mondiale, était incapable de produire sur son territoire des masques, des combinaisons de protection, des tests biologiques, du gel hydroalcoolique, des respirateurs, des médicaments. Jérôme Fourquet disait « Les Français sont tombés de haut, de très haut, de très haut ». Monsieur le ministre, ma question est simple. À quand une véritable politique industrielle pour la France? Il n'y a pas de grande nation s'il n'y a pas un socle industriel puissant. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues, au nom du groupe socialiste et républicain, je souhaite vous interpeller sur le plan de soutien aux collectivités locales et territoriales présenté ce matin en Conseil des ministres. La relance du pays ne se fera qu'avec un soutien ambitieux des collectivités. Face à la crise, les élus locaux ont assumé un rôle essentiel pour pallier les manques et assurer la continuité de l'État. Soutenir leur trésorerie et compenser en partie leurs pertes ne suffiront pas. Il faut leur donner une capacité d'agir, une force de frappe. Et ce n'est pas l'ambition de votre plan, 4,5 milliards d'euros, alors que la baisse des recettes est estimée à 7,5 milliards,
par le président Cazeneuve, que nous avons auditionné récemment avec le président Bockel. Les chiffres parlent. Certaines estimations portent même sur plus de 10 milliards d'euros. Les départements en première ligne pour la solidarité accumulent les pertes et ne bénéficieraient que d'une avance sur les droits de mutation. L'effet ciseau budgétaire va être redoutable. Les régions sont quasiment oubliées alors qu'elles pourraient impulser des actions de relance économique et de soutien aux entreprises dans les bassins d'emploi. La dotation de soutien à l'investissement local est dotée d'1 milliard supplémentaire. Envisagez-vous l'élargissement des bénéficiaires en rendant éligibles au-delà des PETR les pôles territoriaux, les syndicats de pays et les parcs naturels régionaux? Une crise sociale s'annonce sans précédent. Ne la sous-estimez pas. De nouvelles dépenses de solidarité s'imposent. Explosion du nombre de bénéficiaires du RSA et déjà 1 million de nouveaux demandeurs d'emploi. CCAS, CIAS, départements sont fortement impactés. Tous les territoires sont concernés. Madame la ministre, ce plan de soutien n'est qu'une compensation. Les collectivités peuvent être un vecteur puissant de la relance. Quels véritables moyens allez-vous mettre à leur disposition ?